Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. C'est par la sensibilisation et le dépistage de certaines maladies que le service national de la médecine du travail compte célébrer pour la deuxième fois la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. La célébration se fera en différé le 26 avril prochain. On fait le point des préparatifs dans ce journal. Le Diassa d'or du meilleur reporter radio 2012 en Guinée revient à une journaliste d'Évasion Guinée. Avec elle, plusieurs autres confrères ont été récompensés pour leur professionnalisme lors d'une soirée gala dimanche à Conakry. Et puis la 5e édition des 72 heures du livre, c'est à partir de ce mardi, thème choisi cette année, les mots au service de la paix à quelques heures du lancement officiel. Les organisateurs s'activent pour les dernières retouches. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Un prélude donc à la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui sera célébrée en différé en Guinée le 26 avril. Notre rédaction a rencontré ce lundi le directeur national de la médecine du travail pour discuter des préparatifs de cette journée qui pratiquement n'a commencé à être célébrée en Guinée que l'année dernière. Pour cette année, le service national de la médecine du travail compte immortaliser la dite journée à travers des séries de sensibilisation et de dépistage de certaines maladies dans les 5 communes de la capitale. Saran Kamara. Chaque travailleur, au moins une fois par an, doit se faire visiter, doit faire un bilan annuel. Ce bilan annuel-là lui permettra de savoir son aptitude à faire X travail ou Y travail. Selon les estimations du Bureau international du travail, 2 millions de travailleurs meurent chaque année à travers le monde des décès liés au travail. Le service chargé de la surveillance et la protection de la santé des travailleurs en Guinée compte, à travers cette journée, promouvoir la prévention des accidents de travail et les maladies professionnelles. C'est une journée mondiale qui met en orbite les problèmes de santé et de sécurité chez les travailleurs. Le travail ne doit pas être un facteur de détérioration de la santé des travailleurs. Plutôt, le travail doit rendre l'homme heureux. Le bon travail passe aussi par une meilleure santé. C'est pourquoi les 23, 24 et 25 avril, la médecine du travail compte offrir des consultations gratuites aux enseignants du primaire et secondaire dans les 5 communes de Conakry, comme pour dire mieux vaut prévenir que guérir. Quand un problème de santé est dépisté à temps, on a plus de chances de traiter de façon normale. Le premier capital d'une entreprise, ce sont ces hommes. Ces hommes-là doivent être bien portants. L'hypertension est une pathologie chronique. Le diabète est une pathologie chronique. C'est des maladies qui évoluent à bas bruit. Les résultats attendus, c'est de pallier aux différentes complications qui peuvent engendrer ces différentes pathologies-là. Il faut dire que la création d'emplois décents et sûrs pour tous pourrait aussi contribuer à la réduction du nombre de décès liés au travail. Pendant ce temps, l'humanité a célébré ce lundi la journée mondiale de la Terre sous le thème Le visage du changement climatique, une célébration à l'initiative du sénateur américain Gaylord Nelson. En Guinée, aucune activité n'a été prévue à cette occasion, le constat de Mohamed Malik Diallo. La journée mondiale de la Terre a été célébrée pour la première fois le 22 avril 1970. Le jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde. Le fondateur de cet événement est le sénateur américain Gaylord Nelson. Gaylord Nelson encourageait les étudiants à mettre en œuvre des projets de sensibilisation à l'environnement dans leur communauté. Aujourd'hui, le jour de la Terre est célébré à travers le monde par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays. Le 30 mars 2005, l'UNESCO publiait la première évaluation des écosystèmes pour le millénaire, un rapport accablant sur l'impact de l'homme sur la nature. Au cours de ces dernières années, les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau douce, de bois, de fibres ou encore d'énergie. En Guinée, rares sont les citoyens qui en ont entendu parler. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, effectivement,
nous entendons à travers les médias. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est que la Journée mondiale de la Terre? Bon, Journée mondiale de la Terre, bon, c'est de sensibiliser la population pour savoir que la Terre et tout tourne autour de la Terre. Bon, à l'instar des autres journées mondiales, c'est-à-dire journée mondiale de la santé, journée mondiale des sida et tout, alors je pense que c'est un événement alors, qui concerne quand même en quelque sorte c'est-à-dire tous les mouvements, les facteurs climatiques de la Terre. Placée cette année sous le thème Le visage du changement climatique, la Journée mondiale de la Terre est pourtant méconnue des autorités environnementales. Ça, c'est vraiment très grave, et voire même décevant, parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que nous subissons aujourd'hui le changement climatique qui fait aujourd'hui qu'il y a le réchauffement et qui provoque d'énormes dégâts. C'est regrettable, parce que c'est un thème qui est un thème, même s'il faut, je peux dire, mondial. Normalement, l'État devrait être au rendez-vous, et ne serait que sensibiliser la population par rapport à la gestion de cette terre, la protection surtout. À rappeler que le bien-être de l'homme est menacé d'ici 40 ans du fait de la dégradation de l'écosystème qui a des conséquences désastreuses et quasi irréversibles. Sur un autre plan, l'ONG l'Observatoire guinéen pour les élections libres et transparentes s'active pour le maintien de la quiétude sociale en Guinée. Elle a appelé ce lundi les acteurs politiques du pays à privilégier la paix. C'était lors d'une conférence de presse tenue à la Maison commune des journalistes à Koléa, à Lansebouni. Aminata Djountou Diallo. L'Observatoire guinéen pour les élections libres et transparentes estime que chaque Guinéen doit s'investir pour le maintien de la paix et la quiétude sociale dans le pays. Selon cette structure, la paix est le seul gage de tout développement. L'Observatoire exhorte en effet les acteurs politiques à plus de responsabilités dans leurs activités politiques. Nous plaidons auprès du président de la République de revenir sur le décret convoquant le corps électoral pour le 30 juin. Nous invitons l'opposition d'arrêter ces séries de marches et de villes mortes qu'elle a déjà enclenchées. Nous demandons à la CENI de suspendre la révision des listes électorales pour donner une chance au dialogue. Enfin, nous appelons le gouvernement et l'opposition au respect strict de la loi et à un dialogue franc et sincère. Au cours de cette conférence, l'Observatoire s'est aussi adressé à d'autres institutions qui doivent, dit-on, être les arbitres pour la tenue des élections législatives libres et transparentes en Guinée. La communauté internationale, la société civile guinéenne et aux institutions républicaines, nous demandons d'accompagner les acteurs concernés par le processus électoral pour une sortie de crise rapide sans parti pris. Nous voulons une élection libre, inclusive, surtout inclusive, dans laquelle toutes les parties vont se retrouver et tous qui veulent des places au sein de ce Parlement se présentent et que nous, les électeurs, nous votons pour celui dont on aspire qu'il soit à cet organe-là. À entendre les membres de l'Observatoire, ils comptent poursuivre cette démarche chez les acteurs concernés en vue d'une sortie de crise. Dans le même registre, la Fédération guinéenne des parents d'élèves et amis de l'école Fegipa en abrégé a conféré avec la presse lundi matin à la Maison commune des journalistes. Objectif: attirer l'attention des acteurs politiques et du gouvernement sur la nécessité de préserver la paix à la veille des examens nationaux. Diao Bachir. L'enjeu est majeur pour la Fédération guinéenne des parents d'élèves et amis de l'école Fegipa en abrégé. À travers sa communication, la présidente de la structure Adamasso appelle les acteurs politiques, les autorités et le gouvernement à mettre la balle à terre et privilégier le dialogue afin que les examens nationaux de cette année se passent dans la quiétude. Malgré le contexte économique particulièrement difficile que traverse la Guinée, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers ainsi que les parents d'élèves et les enseignants ont consenti d'énormes efforts pour assurer aux enfants une éducation de qualité et un encadrement nettement amélioré au cours de cette année scolaire. Il y a lieu aussi de noter de façon bien marquée la détermination accrue de nos enfants par l'accroissement des groupes de révision dans les écoles, les quartiers et les familles. Les révisions nocturnes et à distance sous les lampadaires, avec tout ce que cela
comporte comme risque. Malgré le contexte économique actuel que traverse le pays, la FEGIPA, à travers sa présidente, reconnaît les efforts fournis par les autorités et ceux des élèves candidats aux différents examens dans le cadre des préparatifs des examens nationaux. La Fédération guinéenne des associations des parents d'élèves et étudiants amis de l'école vient attirer l'attention de l'opinion nationale et particulièrement du gouvernement et de l'opposition plurielle que tout soit mis en œuvre pour permettre à nos enfants des évaluations dans un climat apaisé. Cette année scolaire reste bouleversée par l'instabilité sociopolitique que connaît le pays depuis un certain temps, ce qui pourrait affecter l'achèvement des programmes dans certains établissements. Les candidats devront affronter les épreuves sur toute l'étendue du territoire du 20 mai au 7 juin 2013. Toujours dans la recherche de la paix, l'ONG Notre Voix aussi continue sa tournée de sensibilisation dans les marchés de Conakry après les marchés de Bonfig, Bessia Aviation et celui de la Tannerie. Les membres de l'ONG se sont dirigés vers les marchés de Matoto et celui du Niger. Objectif, sensibiliser les femmes sur la nécessité d'un climat de quiétude sociale et d'entente en Guinée. Marie-Chela Fofana. Toujours dans sa quête d'instauration d'un climat de quiétude sociale et d'entente en Guinée, l'ONG Notre Voix aussi a rencontré les femmes du marché Matoto et celles du marché Niger. Cette démarche vise à sensibiliser la dite couche sur les enjeux liés à la paix. C'est surtout mettre la main sur ces femmes qui ont le pouvoir de transmettre le message auprès de leurs enfants, auprès de leurs maris, auprès de leurs voisins, pour dire que diviser la Guinée ne plaide en faveur de personne et que les femmes doivent se donner la main. Et quand on parle de la mission sociale de la femme, c'est d'apaiser, c'est de préserver la paix dans la société. Et c'est cela d'ailleurs qui nous donne le plein de mériter notre noble genre féminin. Nous sommes aujourd'hui dans les marchés pour faire les sensibilisations parce que la situation que notre pays vit actuellement ne plaide en faveur de personne. Et diviser cette patrie et la laisser se détruire nous amène dans les ghettos de confrontation. Les femmes des marchés, cibles de cette vague de sensibilisation, demandent l'entente entre tous les Guinéens. Kunaba, Kisiba, Tomaba, Wambiri Mugakere, Manikaba, Virinkere, il soit Teraba Udina Minima, il faut l'Araba Udina Minima, Derpia Toma, Virikere Minima, Kambabugana, Wangala, Sekema, Alcola Guinea. Et Mubera Karma Pio, Nagana Munida, a bidding got Kilibe, bidding Kilaka, bidding got Sigana, Mutambara Bene, Mumo Bene, Mudena Columbiama, Mula Guinea and Columbi. L'ONG Notre Voix aussi compte organiser le samedi 27 avril prochain une marche pacifique dénommée Marche de la paix, avec comme point de départ l'aéroport international Conakry-Bessia. Cette marche se terminera par un meeting sur l'esplanade du Palais du Peuple. Le mouvement Rasta de Guinée, Mourag en abrégé, participe à la lutte contre l'insalubrité à Conakry, la santé étant fondamentale pour la survie de l'espèce. Le mouvement Rasta de Guinée a choisi l'hôpital Donka ce dimanche pour cette première étape. Ce devoir civique cadre effectivement avec le programme du développement du gouvernement compte rendu Fatoumata Diallo. Créer un environnement sain et rendre la ville de Conakry attrayante est l'objectif que s'est assigné le mouvement Rasta de Guinée. Une initiative qui cadre effectivement avec la lutte pour le développement sociopolitique du pays. Cette première étape touchera essentiellement les grands édifices publics de la capitale. Ça c'est le retour du Mourag cette fois-ci, pas seulement à travers la musique. La ville est sale, il faut que le Mourag vienne aussi aider le gouvernement. Voilà, nous avons décidé que chaque mois, on va choisir 3 lieux. Le mois là, on a choisi l'hôpital Donka, la grande mosquée et puis le marché de Madina. La santé étant primordiale pour la survie de l'homme, Dadi Koul sollicite la pérennité de ce genre d'action et exhorte la population à emboîter leurs pas. Que le Mourag, vraiment, nous avons des actions très positives. On ne va pas s'arrêter ici, on va continuer de nettoyer les lieux importants dans la ville et on sait que la population aussi va s'embarquer de nettoyer chez eux. Si on n'a pas la santé, on ne peut rien quoi. Le chef maintenance de l'hôpital, donc à Siba Richard Koulemo, satisfait de cette action, traduit ses émotions. L'acte que vous venez de poser, c'est un acte social. Vous nous avez montré que les Rastaman cherchent à guérir le peuple de Guinée, tout en procédant à l'assainissement.
Cette action n'est pas à sa fin, estime le Mourag, car, comme disait l'autre, servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Sur un autre plan, le transformateur électrique de Sandervalia a pris feu ce lundi. Pas de morts ni de blessés, mais les installations du poste d'électricité ont été consumées. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. C'est un reportage de Fali Guilavogui rendu en studio par Ibrahima Souriali Yonsani. Le quartier Sandervalia très tôt était envahi par la fumée ce lundi. Suite aux coupures intempestives, le transformateur de ce quartier a pris feu. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie qui du coup a consumé toutes les installations. Ce transformateur alimentait la quasi-totalité des quartiers de Kalom et plusieurs départements ministériels. Certains habitants ont laissé éclater leur colère avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Ça nous a surpris. C'est sauté une fois, deuxième fois, troisième fois, maintenant ça prend du feu. Maintenant on a vu le fumée maintenant sauter. On a tout fait, on a appelé les pompiers, ça ne passait pas, de l'eau ne passait pas. Donc maintenant, 40 minutes après, on va pomper venir. Ça trouve que le feu a fini de prendre. On sait qu'on va faire plus de 3 mois maintenant sans avoir de courant. Vraiment ça c'est difficile. L'opération des sapeurs-pompiers sur place a été contestée par certains habitants surexcités. Oh, vous voulez, vous le prenez, comme prisonnier, vous laissez, La colère n'est pas une solution, a laissé entendre Ibrahim Marshall, qui en revanche pense que les sapeurs-pompiers devraient poursuivre les opérations pour éviter le pire. Sapeur-pompier n'est pas le créateur de problème. Dans les 5 à 7 minutes où j'ai pris contact avec un de leurs travailleurs qui a informé leur commandant, ils étaient déjà là. Ils sont venus, la population acharnée, pensant que c'était un feu, ils n'ont rien compris, mais ils sont mis à la tâche. On pense à ce secteur qui a tant souffert. Mieux vous équiper pompiers que n'importe quelle autre unité. Parce que quand il y a feu, c'est ce qu'on le fera, ce n'est pas aux autres unités. Voilà ce qui reste au quartier Sandervalia après cet incendie. Pas de morts ni blessés, mais les installations électriques sont parties en fumée. Je vous le disais dans les titres, la 3e édition du Diassador, un prix qui récompense les hommes de médias, s'est tenu ce dimanche dans un complexe hôtelier de la place. Initié par la structure Diassar Multicommunication, plusieurs journalistes de la presse publique et privée ont été primés en présence de quelques personnalités du pays. Malik Diakité. Les médias dans la dynamique de la paix et de l'unité nationale, c'est le thème choisi pour cette 3e édition du Diassador, la nuit des médias guinéens. Une initiative de la structure Diassar Multicommunication qui vise à célébrer les journalistes guinéens. Ce rendez-vous qui est à sa 3e édition cette année a été voulu par mes amis et moi afin de contribuer d'une part à la responsabilisation des différentes plumes en invitant des journalistes à observer strictement l'éthique et la déontologie dans le traitement de l'information. D'autre part, afin d'aider à sortir de l'ombre ceux qui, dans les salles de rédaction, donnent du leur, pour rendre encore plus beau le métier déjà qualifié de plus beau métier du monde. Vous avez compris, je vais parler du journalisme. Des journalistes au nombre de 22 de la presse publique et privée ont été primés au cours de cette soirée. Le meilleur technicien radio est décerné à un technicien dans une radio au nom poétique qui est Chéri FM, M. Kandé Oumar Kamara. LH Dekoussibi de la RTG, meilleur caméraman. 2012, Diassador, 3e édition. Nous avons commencé ce travail le 13 mai 1977. Je ne pensais pas qu'une agence pouvait penser à nous, les travailleurs de l'ombre. Adila Touba, meilleur reporter radio, Radio Évasion 90.7 FM. Rien n'est impossible pour la femme, il suffit qu'elle s'y mette et puis ça ira. Ce prix, je le dédie à Évasion, à ma famille. Merci. Meilleur présentateur du journal télévisé, doté du prix Aïssatou Bella Diallo, est décerné à Madame Adel Kamara de la RTG. Ce prix, je le dédie surtout à ma maman pour tout son soutien et à mes chers téléspectateurs.
Tous ont félicité les organisateurs de cet événement qui, selon eux, encouragent la profession de journalisme en Guinée. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour une 4e édition du Jassador. Les mots au service de la paix, c'est sur ce thème que la 5e édition des 72 heures du livre débute demain à Conakry. L'initiative est de la maison d'édition Harmattan Guinée en collaboration avec le ministre de la Culture et le Centre culturel franco-guinéen. À quelques heures seulement de cet événement, les organisateurs s'activent sur le terrain pour les derniers préparatifs. Sans compter. Amener les jeunes Guinéens à s'intéresser à la lecture, aux écrivains et romanciers africains en général et ceux de la Guinée en particulier, tels sont entre autres objectifs des 72 heures du livre. À quelques heures de ce grand événement culturel et littéraire, les préparatifs vont bon train. Le Centre culturel franco-guinéen, qui doit abriter cette rencontre de 3 jours, a déjà fait son toilettage. Les tentes et les stands sont déjà installés, ainsi que le podium sur lequel doivent se produire les artistes. Les dernières répétitions également se poursuivent pour imprimer à l'événement toute sa dimension. On est fin prêt. C'est le début d'un grand projet. Faire de la Guinée la plaque tournante du livre en Afrique. Ouaga, c'est le cinéma. Dakar, c'est la mode. La Côte d'Ivoire, c'est la musique. Bamako, c'est la photo. Conakry sera le livre. La fête devient internationale. Au lieu de la Guinée, il y a à peu près une dizaine de pays invités qui va continuer. Et il y a une grande personnalité qui arrive, M. Harry Lopez, pour booster vraiment la littérature et le livre dans notre pays. Et la troisième des choses, c'est le prix du jeune écrivain qui revient. Beaucoup de nouveautés à cette 5e édition des 72 heures du livre. Elle connaîtra la participation d'une dizaine d'écrivains étrangers. Ils auront la chance de présenter aux élèves et étudiants guinéens leurs ouvrages. J'étais déjà là l'année dernière et j'ai beaucoup aimé le concept, l'idée même de faire une manifestation autour du livre parce que ça manque en Afrique. Vous savez, en Afrique, le livre est perçu comme quelque chose, une contrainte scolaire. Et ce que nous faisons dans mon pays, nous essayons de sortir le livre de cette vision de contrainte scolaire-là pour en faire un loisir. Et il y a du boulot. Les 72 heures, c'est une initiative majestueuse, magnifique. Et si j'ai pris quelques jours pour venir non seulement en tant qu'auteur, mais en tant qu'acteur de cette manifestation, c'est bien parce que il me semble que ça vaut le coup. Les 72 heures du livre de cette année seront axées sur des conférences-débats, expositions de livres, concours littéraires, des dédicaces, mais aussi la prestation des troupes théâtrales. Sur un autre plan, le tournoi de la réconciliation nationale par la Fegifoot se poursuit à Mamou. Dimanche dernier, c'est le Bafing FC de Mamou et le Sarenka FC de Koya qui étaient aux prises au stade préfectoral Michael Diakité de Mamou. Score final 1-partout. Cette rencontre a été présidée par la ministre déléguée des Guinéens de l'étranger en tournée la semaine dernière à Moyenne-Guinée. Adja Rougibari a offert des jets de maillot aux joueurs et appelé ces derniers à matérialiser la paix et la réconciliation nationale. C'est un championnat de division nationale 1 qui a vibré sur les couleurs de la réconciliation nationale. Le stade Michael Diakité de Mamou, très tôt a été envahi par les amoureux du cuiron. Une initiative de la Fegifoot soutenue par Rougibari, ministre délégué des Guinéens de l'étranger. La première mi-temps a été à l'avantage du Sarinka FC de Koya avec un but de très belle facture marqué à la première demi-heure du jeu. Il a fallu attendre les arrêts de jeu pour voir le Bafing FC de Mamou vêtu en jaune revenir à la hauteur de son adversaire. Rougibari, assise du haut des gradins, a adhéré à l'esprit du fair play. Elle a offert des jets de maillot aux joueurs de Koya et de Mamou. Avant de boucler sa tournée, la ministre a rencontré le club des jeunes footballeurs de Pétel. Ce dernier a aussi bénéficié de 2 complets de maillots avec des ballons. Un geste hautement apprécié par les joueurs. Nous remercions très vivement Madame Kaba Rougibari. Ce qu'elle fait ici, ça c'est la politique du gouvernement en matière de jeunesse. Il faut s'enquérir les réalités de ce qui se passe à la base, de ne pas rester à Conakry pour parler à la place des autres. L'organisation des différentes compétitions, pourquoi on le fait? C'est pour, qu'il y ait l'entente entre les jeunes de Mamou, deuxièmement la concorde, troisièmement la paix
quatrièmement, l'unité nationale entre les jeunes, les fils et filles de Mamou. Rougui Bari s'est adressé aux jeunes joueurs de Pétel en ces termes. Je voudrais féliciter l'équipe de Koya qui joue très très bien et également féliciter l'équipe de Mamou qui s'est battue pour remonter la pente. Et comme vous avez vu tout à l'heure, le perdant, le gagnant, à la fin ils se sont retrouvés en jeunes Guinéens en titre de réconciliation, preuve d'entente. Je prie le Tout-Puissant Allah miséricordieux que Dieu fasse qu'il y ait de l'emploi pour toute la jeunesse guinéenne et que tous les stades soient réaménagés. La rencontre s'est clôturée avec ce slogan. Sport, dans cette édition, le football guinéen a aussi son classico de Ligue 1 entre l'AS Kaloum et le Oroya Athletic Club de Conakry. Avant le rendez-vous de ce dimanche au stade du 28 septembre, le bureau exécutif de l'AS Kaloum s'active à améliorer les conditions de vie et de travail de ses joueurs. Ce lundi, un lot important d'équipements a été mis à la disposition des joueurs, notamment des jeux de maillot et un nouveau bus. Compte rendu, Fodi Kamara. Depuis l'arrivée d'El Hajj Aboubakar Sampil à la tête du bureau exécutif de l'association sportive de Kaloum, tout change et change bien pour le club de la presqu'île de Kaloum. Après le recrutement du technicien sénégalais Amara Traoré, l'arrivée de certains internationaux guinéens qui évoluent à l'étranger, le bureau exécutif de l'AS Kaloum a présenté à la presse ce lundi les nouveaux équipements et un bus de transport flambant neuf dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces joueurs. Nous sommes là pour présenter, n'est-ce pas, tout l'effort que fait BSM Management à sa tête El Hajj Aboubakar Sampil pour essayer de mettre cette équipe de l'AS Kaloum dans de bonnes conditions. Et vous savez que le sport de haut niveau se pratique avec des équipements adéquats. Donc partant de là, BSM Management essaie de doter l'AS Kaloum de tous les équipements qui commencent par les survêtements. Les supporters ne sont pas restés en marche. Par la voix de leur président, ils s'engagent à soutenir l'AS Kaloum jusqu'à la victoire. Le fait que le président entraîne quand même de fou les fois, ça vraiment ça nous reconforte quand même. On le donne davantage au sein du président, de bonne vent. Espérons que l'équipe, c'est la victoire qui nous intéresse. Le président est en train de mettre le paquet. Depuis son arrivée, il est en train de financer. Ce qu'il fait, c'est beaucoup pour nous. Et c'est l'avantageux sur les supporters de l'AS Kaloum et les fans de l'AS Kaloum. Quant aux joueurs, il est temps, grand temps pour eux de s'engager, de se battre jusqu'à la victoire finale. Donc depuis l'arrivée de M. El Hajj Aboubakar Sampil, ça a beaucoup changé le club. Donc le moral des joueurs aussi, donc c'est bon. Et puis on a un bon entraîneur qui est venu, qui vient de l'étranger. Bon, donc ça a beaucoup changé le club. Et puis on a des joueurs expérimentés qui sont venus à nos côtés, qui sont là pour nous aider. Donc tout ça, ça nous réconforte et puis ça nous soulage. Et puis moralement, on est là. En attendant, l'association sportive de Kaloum avec ses 18 points garde la 3e place du championnat national de Ligue 1 avant bien sûr le Classico prévu le 28 avril prochain au stade du 28 septembre face au Oroya Athletic Club de Conakry. Pourquoi, comment, avec qui, ce sont certainement les principales questions que les enquêteurs du FBI vont poser à Djokar Sanaef. Le jeune homme de 19 ans est toujours à l'hôpital alors que les hommages aux victimes se multiplient. L'auteur présumé des attentats du marathon de Boston communique par écrit avec les enquêteurs. Sur son lit d'hôpital, Djokar Sanaef a commencé à répondre aux questions des enquêteurs. Malgré un état jugé très grave et une blessure à la gorge qui l'empêcherait de parler, le garçon de 19 ans s'explique par écrit. Les policiers cherchent notamment à savoir si les deux frères ont caché d'autres stocks d'armes ou d'explosifs quelque part dans le pays. Un interrogatoire mené par le FBI. Le suspect est dans un état critique mais stable. C'est une équipe spéciale du FBI qui a été mandatée pour l'interroger. Après 24 heures de traque dans les rues de la ville et une arrestation spectaculaire du suspect caché dans un bateau, la tranquille ville de Boston se remet peu à peu. Dans les rues, toujours autant d'émotions et de recueillement. Sur le parcours du marathon, des milliers de fleurs sont déposées en hommage aux victimes des attentats.
On pense que si on vient ici pour aider les gens, cela leur permettra de comprendre que Boston est une ville formidable et que nous devons être forts. Dzhokhar Tsarnaev est soigné dans le même établissement que les victimes des attentats du marathon. En tout, 57 personnes sont toujours hospitalisées, dont 2 dans un état grave. Les suites du tremblement de terre en Chine, 48 heures après le séisme qui a secoué la province du Sichuan, le bilan a été revu à la hausse. Les autorités ont dénombré 180 000 morts, 25 disparus, près de 11 500 blessés et la situation reste très critique. Suivez. C'est ici qu'ils ont trouvé refuge, dans une de ces tentes dressées par la Croix-Rouge. Wu Jinping s'est blessé le bras quand une partie de sa maison s'est effondrée. 11 personnes de 3 familles différentes dorment ici. Une chance pour Wu Jinping. Vu les circonstances, nous dormons mal parce que nous sommes nombreux et que l'air n'est pas bon. Mais nous nous en sortons bien en comparaison de nombreuses familles et amis qui n'ont pas de tente où dormir. Plus de toits, 17 000 habitations auraient été détruites par le séisme. Voici ce qu'il reste de la maison de Ji Shuming. Elle tente de récupérer des objets du quotidien, mais s'inquiète pour l'avenir. J'espère que le gouvernement pourra m'aider à reconstruire ma maison, parce que nous ne serons pas capables de le faire avec nos revenus et même durant toute notre vie. L'autre préoccupation des rescapés, trouver de quoi se nourrir en suffisance, et ça n'est pas toujours le cas. Maintenant, nous comptons sur les distributions de nourriture pour notre survie. Nous mangeons quand nous arrivons à en avoir un peu ici, et si nous n'y arrivons pas, nous ne mangeons pas. Des milliers de blessés et de sans-abri, tandis que certains sites touchés restent encore très difficilement accessibles au secours. Le plus gros problème, c'est que les zones les plus touchées sont éparpillées dans les montagnes. Et il est très difficile pour les secouristes de dégager les blessés. Cela prend des heures. Militaires, pompiers, policiers sont déjà à pied d'œuvre, alors que l'arrivée prochaine de la pluie dans la région pourrait encore compliquer la situation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur notre site internet le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir aux téléspectateurs de la Minière.